Il y a quelque chose que presque personne n'ose dire à voix haute, et c'est précisément pour ça que tant de vies restent à moitié vécues. La vérité, celle qu'on évite soigneusement dans les conversations du dimanche soir, c'est celle-ci. La grande majorité des personnes qui se croient vivantes ne font que traverser leur journée comme on traverse un couloir sombre, sans jamais allumer la lumière, sans jamais toucher les murs, sans jamais se demander ce qu'il y a derrière ces portes fermées à double tour depuis des années. Et cette vie-là, cette demi-vie faite de réflexes automatiques et de sourires de façade, elle ne mène nulle part. Ou plutôt, si, elle mène exactement là où vous avez le plus peur d'arriver, à la fin avec l'impression terrible d'avoir raté quelque chose d'essentiel. Voilà ce qu'il faut regarder en face ce soir. Pas pour se faire du mal. Non, non, non. Mais parce que le regard honnête est le premier acte de courage que l'on puisse s'offrir. Christophe André, ce psychiatre, cet homme qui a passé des décennies assis en face de la souffrance humaine dans ses formes les plus intimes, a dit quelque chose de fondamental. Nous ne souffrons pas d'abord de ce qui nous arrive, nous souffrons de la façon dont nous habitons ce qui nous arrive. Et cette distinction, cette nuance apparemment petite, change absolument tout. Elle change la façon dont on se réveille le matin. Elle change la façon dont on regarde son reflet. Elle change surtout la façon dont l'univers répond à ce que l'on projette depuis l'intérieur de cette maison qu'est notre âme. Parce qu'il faut comprendre quelque chose de fondamental sur la manifestation, sur cette capacité qu'ont les êtres humains à co-créer leur réalité. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une liste de souhaits adressés au cosmos comme on passe commande dans un restaurant. Non, non, la manifestation, dans sa vérité la plus profonde, c'est un état d'être. C'est la qualité de présence que l'on apporte à sa propre existence. Et cette qualité-là ne peut pas émerger d'un espace intérieur saturé d'anxiété, de tensions non résolues et de portes condamnées depuis si longtemps qu'on a oublié ce qu'elles cachent. Dans quelques instants, il vous sera montré précisément comment ressentir ce que la plupart des gens cherchent à comprendre intellectuellement, et c'est là leur première erreur. Mais avant cela, il faut traverser quelque chose ensemble. Il faut accepter de regarder ce que l'on préfère généralement ne pas voir. Imaginez un mardi d'octobre, vers 19h30. La lumière change dehors, cette lumière d'automne qui devient orangée et un peu mélancolique. Une femme de 47 ans est assise à sa table de cuisine. Les enfants ne sont plus petits, mais ils font encore du bruit quelque part dans l'appartement. Ce bruit sourd et familier des vies qui continuent autour de soi. Son mari est dans l'autre pièce, peut-être. Ou peut-être dans son téléphone. La différence n'est plus si grande. Elle tient une tasse de thé qui refroidit, et elle regarde par la fenêtre sans vraiment voir. Il y a quelque chose dans son regard, quelque chose que Christophe André reconnaîtrait immédiatement dans son cabinet. C'est l'absence à soi-même. Cette façon d'être présent physiquement dans un espace tout en étant complètement absent de sa propre vie intérieure. Elle n'est pas malheureuse au sens dramatique du terme. Non. Elle est quelque chose de plus inquiétant que malheureuse. Elle est anesthésiée. Elle a appris, au fil des années, à fonctionner, à gérer, à produire, à organiser, à anticiper. Elle est devenue une machine parfaitement huilée qui tourne en pilote automatique depuis tellement longtemps qu'elle ne sait plus très bien qui conduit réellement. Et voilà, figeate, voilà exactement l'image que nous devons tenir ensemble un moment. Parce que cette femme, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Ou peut-être, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, c'est peut-être vous. Christophe André parle souvent de cette notion de présence. Il dit, avec cette douceur qui lui est propre, que la présence n'est pas un luxe spirituel réservé aux moines dans leur monastère. La présence est une nécessité biologique, psychologique, existentielle. Quand on n'habite pas sa propre vie, quand on laisse les jours se dérouler comme une bande, sans qu'on n'écoute plus vraiment. Quelque chose se ferme à l'intérieur. Quelque chose se condamne. Et cet espace condamné, cette pièce secrète qu'on refuse d'ouvrir, devient peu à peu un endroit où s'accumulent des choses lourdes. Les peurs non exprimées, les deuils non accomplis, les désirs étouffés, les colères ravalées. Si quelque chose dans ces mots vous touche, si quelque chose résonne à l'intérieur comme une corde qu'on aurait pincée doucement, ce serait beau de partager cette vibration dans les commentaires.
Pas une grande analyse, juste un mot, juste une phrase. Parce que mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est déjà un acte de guérison. Et si ce genre de voyage intérieur vous parle, si cette façon d'aborder la vie vous nourrit, alors ce serait merveilleux de rejoindre cette communauté, de s'abonner pour ne manquer aucun de ces moments de connexion et de profondeur. Revenons maintenant à ce qui est vraiment en jeu. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit, quelque chose d'un peu difficile à entendre, mais qui est d'une importance capitale. Cet espace intérieur condamné, cette pièce sombre qu'on refuse d'ouvrir, elle ne reste pas silencieuse. Elle ne reste pas tranquille dans son coin pendant qu'on continue à vivre en surface. Non, 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 elle envoie des signaux. Elle envoie des signaux constants, insistants, de plus en plus pressants. Ce sont ces moments de vide inexplicables au milieu d'une soirée qui devrait être agréable. Ce sont ces accès d'irritabilité qu'on ne comprend pas soi-même, cette façon de s'emporter pour des petites choses et de regretter immédiatement après, mais de recommencer quand même. Ce sont ces insomnies de 3 heures du matin où des pensées qu'on croyait avoir rangées reviennent avec une précision chirurgicale. Et voici ce que la psychologie clinique et la sagesse contemplative nous disent avec la même voix depuis des horizons très différents. Ce qui n'est pas conscientisé se répète. Ce qui n'est pas guéri se transmet. Ce qui n'est pas éclairé continue à agir dans l'ombre. Vous voyez ce que cela signifie concrètement. Cela signifie que si vous continuez à traverser vos journées en pilote automatique, si vous continuez à éviter cet espace intérieur, ces fondations mal construites, ces caves inondées que vous ne voulez pas visiter, eh bien ces eaux souterraines finissent toujours par remonter. Elles remontent à travers vos relations. Elle remonte dans la façon dont vous parlez à votre partenaire quand vous êtes fatigué. Elle remonte dans la façon dont vos enfants apprennent à ne pas déranger. Elle remonte dans cette distance qui s'installe progressivement, presque imperceptiblement, entre vous et les personnes que vous aimez le plus. Au match bien, laissez-moi dire les choses avec encore plus de précision. Parce que cette précision est importante. Un enfant qui grandit à côté d'un parent habituellement absent à lui-même, un parent qui fonctionne mais qui ne ressent pas, un parent dont les émotions sont chroniquement réprimées, cet enfant apprend quelque chose de profond et de silencieux. Il apprend que les émotions sont dangereuses. Il apprend que la profondeur est un endroit où il ne faut pas aller. Il apprend à construire lui aussi ses propres murs. Et ainsi, de génération en génération, on se transmet non pas des biens matériels, non pas des propriétés, mais des schémas de fermeture, des architectures de défense, des maisons intérieures sans fenêtres. Christophe André a travaillé avec des centaines de patients au fil de sa carrière et il dit quelque chose de bouleversant. Les souffrances les plus profondes qu'il a rencontrées ne venaient pas d'événements traumatiques, extraordinaires. Elles venaient, le plus souvent, de cette absence chronique à soi-même, de cette incapacité à habiter sa propre vie avec une présence réelle. Des vies entières passées dans l'antichambre de leur propre existence. Et puis, il y a quelque chose que l'on n'aborde presque jamais dans les discussions ordinaires sur le bien-être. La connexion entre cet état intérieur et ce que l'on appelle la manifestation. Il est important de s'arrêter ici, de s'y attarder vraiment, parce que c'est peut-être la chose la plus mal comprise de toute la psychologie spirituelle. Il y a ce mythe, largement répandu, selon lequel manifester c'est visualiser intensément ce qu'on veut, répéter des affirmations, coller des images sur un tableau de vision. Et ces pratiques ne sont pas sans valeur, mais elles sont en réalité les branches d'un arbre dont on a complètement négligé les racines. Et un arbre sans racines saines ne produit pas de fruits. Il peut avoir l'air debout pendant un certain temps, mais à la première tempête, il tombe. Les racines de la manifestation, dans leur vérité la plus profonde. Ce sont les états émotionnels et vibratoires que l'on cultive au quotidien depuis l'intérieur de cette maison qu'est notre être. C'est la qualité de l'énergie que l'on habite, pas celle qu'on performe. Et une personne chroniquement stressée, une personne dont la maison intérieure est une succession de pièces condamnées, de fenêtres murées et de couloirs obscurs, cette personne, quelle que soit la puissance de ses visualisations, attire à elle ce qu'elle est vibratoire, pas ce qu'elle pense désirer mentalement. Voici ce qui sera partagé dans quelques minutes. Les pratiques précises, les gestes concrets, les façons de ressentir qui permettent d'ouvrir ces portes fermées
et d'aligner son espace intérieur avec ce que l'on désire. Véritablement co-créer. Mais d'abord, il y a encore quelque chose d'essentiel à traverser ensemble. Parce que si on saute directement aux solutions, sans avoir vraiment mesuré l'urgence de la situation, on fait exactement ce qu'on fait toujours. On applique un pansement élégant sur une blessure profonde. Alors parlons du temps. Parlons de ce que Christophe André appelle, avec une économie de mots qui me frappe toujours, le fait irréductible de l'impermanence. Il existe une illusion très confortable et presque universelle qui consiste à croire qu'on a le temps, qu'il y aura un moment plus approprié pour se transformer, pour s'ouvrir, pour commencer à habiter vraiment sa vie. Après, le travail sera moins intense. Quand les enfants seront grands, quand les finances seront stabilisées, quand les conditions extérieures seront enfin favorables, et ainsi on reporte, et on reporte encore. Et pendant ce temps, quelque chose de très précis se passe. Prenons le cas d'un homme. Appelons-le simplement par ce qu'il était, quelqu'un de brillant, de travailleur, de profondément aimant dans sa façon d'être, mais quelqu'un qui avait construit sa maison intérieure entièrement autour d'un seul. Principe, le contrôle. Tout devait être maîtrisé. Les émotions, les imprévus, les conversations difficiles. Il avait érigé des murs épais, des murs qui le protégeaient parfaitement et qui le protégeaient également de tout ce qui est vivant. La surprise, la tendresse spontanée, la vulnérabilité féconde. La 3e semaine après son 55e anniversaire, lors d'un rendez-vous médical de routine, quelque chose dans son corps a dit « assez ». Pas de façon dramatique, mais clairement. Et assis dans ce cabinet médical, avec les mots du médecin qui flottaient quelque part dans l'air autour de lui, il a eu une pensée précise, une pensée qu'il a décrite plus tard lors de sa thérapie avec une sobriété qui brisait le cœur. Je ne suis même pas certain d'avoir été là. Je ne suis pas certain d'avoir vraiment vécu ce que j'étais en train de vivre. J'ai géré, j'ai produit, mais je n'ai pas habité. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une histoire inventée pour illustrer un propos. C'est le témoignage d'une douleur réelle, d'un coup précis et concret, celui de s'être absenté de sa propre vie pendant des décennies, d'avoir laissé le pilote automatique tenir le gouvernail pendant que quelque chose d'essentiel, quelque chose d'irremplaçable, s'égrenait silencieusement. Et voici la question qu'il faut poser maintenant, une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Dans cet espace privé entre vous et vous-même, quelle pièce de votre maison intérieure est fermée depuis trop longtemps? Quelle porte avez-vous cessé d'ouvrir, non pas parce que vous avez oublié qu'elle existait, mais précisément parce que vous vous en souvenez trop bien? Christophe André dit quelque chose de très beau à ce sujet. Il dit que nos résistances sont toujours proportionnelles à l'importance de ce qu'elles gardent. On ne résiste pas fortement à ce qui est sans valeur. On résiste intensément à ce qui est précieux, à ce qui est transformateur, à ce qui pourrait nous changer vraiment si on acceptait de le regarder en face. Nos peurs les plus tenaces sont des gardiens maladroits de nos plus grandes possibilités. Si, cela mérite d'être répété. Vos résistances sont proportionnelles à ce qu'elles protègent. Et ce qu'elles protègent, c'est souvent la version la plus vivante, la plus lumineuse, la plus connectée de vous-même. Alors voici ce qui est en jeu concrètement, ce que la psychologie du vieillissement confirme avec une régularité presque bouleversante. Les regrets les plus fréquents, les plus intenses, les plus durables que les personnes expriment dans les dernières étapes de leur vie ne portent presque jamais sur ce qu'ils ont fait. Ils portent sur ce qu'ils n'ont pas osé faire, sur les mots qu'ils n'ont pas dits, sur les présences qu'ils n'ont pas habitées, sur les connexions qu'ils n'ont pas cherchées, sur cette maison intérieure qu'ils ont entretenue de l'extérieur, toute leur vie sans jamais prendre le temps d'en explorer les pièces les plus intimes. Et l'univers, cet univers dont on parle dans le contexte de la manifestation, cet univers répond à cette qualité de présence, pas à nos listes de souhaits, pas à nos ambitions de surface. Il répond à la profondeur de notre habitabilité intérieure. Il répond à la sincérité de notre ouverture. Il répond à la clarté de notre alignement entre ce que nous disons vouloir et ce que nous sommes vibratoires, dans l'intimité de nos moments non performés. Bueno, mes chordichos, voilà quelque chose d'encore plus précis. Quand une personne vit dans un état chronique de stress et d'anxiété, son système nerveux est en état d'alerte.
Le corps tout entier est mobilisé dans une posture de survie. Les muscles sont contractés, la respiration est courte et haute, le regard est étroit et focalisé sur les menaces, réelles ou imaginaires. Dans cet état, le cerveau préfrontal, celui qui nous permet de penser à long terme, de nous connecter à nos valeurs profondes, d'imaginer des possibilités nouvelles, ce cerveau-là est littéralement mis hors ligne. On fonctionne depuis un endroit plus primitif, plus réactif, plus étroit. Et voici ce que cela signifie pour la manifestation. Dans un corps et un esprit en état de survie chronique, les signaux que l'on envoie au champ de possibilités de l'univers sont des signaux de danger, de rareté, de fermeture. Et ce n'est pas une vision mystique, c'est de la neurobiologie et de la physique quantique qui convergent vers la même conclusion. L'état intérieur que l'on cultive habituellement détermine la nature de ce qui peut nous rejoindre dans notre réalité. C'est pour cela que les pratiques qui vont être partagées maintenant ne sont pas des techniques spirituelles séparées du monde réel. Elles sont en même temps des pratiques de régulation du système nerveux, des pratiques d'élargissement de la conscience et des pratiques d'alignement vibratoire. Tout cela ensemble, simultanément, parce que dans la vérité de l'être humain, ces dimensions ne sont pas séparables. Voici la première chose, la plus fondamentale. Christophe André l'appelle simplement revenir au corps, revenir à la sensation. Revenir à ce moment précis, pas à celui d'hier, pas à celui de demain, mais à celui-ci, maintenant. Pas en renonçant à l'avenir, pas en ignorant le passé, mais en habitant vraiment le seul espace-temps où la vie peut effectivement se passer, le présent. Et voilà, c'est là où la pratique commence concrètement. Plusieurs fois par jour, pas dans des sessions formelles de méditation nécessairement, mais dans les gestes ordinaires de la vie, il s'agit de faire une chose très simple et très difficile en même temps, s'arrêter, respirer, sentir, pas analyser ce qu'on ressent, pas juger ce qui monte, juste, d'abord, permettre à l'expérience d'être là. En psychologie contemplative, dans la tradition de la pleine conscience que Christophe André a contribué à transmettre à des milliers de personnes, cette pratique s'appelle la reconnaissance. C'est l'art de dire à ce qui se passe en soi « Je te vois, je ne te fuis pas, je ne te combats pas, je te reconnais ». Et dans cet acte de reconnaissance, quelque chose de très profond se détend. Une porte s'entrouvre, un peu de lumière passe. Vous êtes encore là avec moi ? Bien, parce que ce qui vient maintenant est peut-être la partie la plus pratique, la plus concrète, la plus directement applicable à votre vie dès aujourd'hui. La deuxième pratique, celle qui concerne directement la manifestation et la co-création consciente de la réalité, c'est ce que l'on pourrait appeler cultiver le jardin de la gratitude ressentie. Pas la gratitude intellectuelle, pas la liste du matin qu'on remplit comme une tâche à cocher. Non, non, la gratitude ressentie. La distinction est absolument fondamentale. Voici comment cela fonctionne dans le corps et dans l'univers. Quand on s'assoit, le matin, peut-être juste après le réveil, peut-être avec ce premier café ou cette première tasse de thé, et qu'on laisse vraiment entrer dans son corps une seule chose, pour laquelle on est sincèrement reconnaissant, et qu'on prend le temps de la sentir réellement dans sa poitrine, dans ses épaules, dans son ventre, quelque chose se produit dans le système nerveux. Le corps passe d'un état de vigilance et de contraction à un état de cohérence et d'ouverture. Et dans cet état d'ouverture, la fréquence vibratoire que l'on émet est fondamentalement différente. C'est une fréquence d'abondance, pas de rareté. C'est une fréquence de confiance, pas de peur. Et l'univers, dans sa nature fondamentalement résonante, répond à cette fréquence avec des possibilités qui correspondent à cette même qualité vibratoire. Christophe André dirait peut-être les choses différemment en termes plus cliniques, mais il arriverait au même endroit. Parce qu'il sait de cette connaissance profonde que donnent des décennies de travail avec la souffrance humaine, que l'état émotionnel habituel d'une personne détermine en grande partie la texture de sa réalité perçue. Deux personnes dans la même situation peuvent vivre deux réalités complètement différentes, simplement parce qu'elles l'habitent depuis des états intérieurs différents. Voici maintenant quelque chose qui va être crucial dans la troisième pratique. Et c'est peut-être la plus difficile à entendre pour les personnes de 40, 50, 60 ans qui ont construit leur identité autour de la compétence et du contrôle.
Cette troisième pratique, c'est le lâcher-prise. Non, 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 pas la capitulation, pas la résignation, pas l'abandon de ses désirs ou de ses ambitions. Le lâcher-prise, dans sa vérité, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant que la résignation. C'est la capacité à poser son intention avec clarté et engagement, et ensuite à faire confiance au processus, à ne plus agripper le résultat avec la crispation de la peur. Pensez à un architecte qui conçoit une maison. Il a une vision précise, il a des plans, il travaille avec rigueur et avec soin, mais à un moment il doit faire confiance au sol, aux matériaux, aux lois de la physique, à quelque chose qui dépasse sa seule volonté. Il ne peut pas tenir chaque brique par la force de son désir. Il doit laisser la maison se construire. La manifestation fonctionne de la même façon. L'intention claire est la fondation, le travail intérieur est la structure, et le lâcher-prise est la toiture qui permet à tout cela de tenir, d'être complet, d'être habitable. Concrètement, dans la vie de tous les jours, le lâcher-prise ressemble à ceci. C'est la capacité à poser une intention le matin, avec tout son cœur, et ensuite à s'engager pleinement dans la journée sans surveiller compulsivement les signes de sa réalisation. C'est cette qualité d'engagement serein qui dit « Je sais ce que je veux, je fais les pas qui m'appartiennent, et je fais confiance à l'intelligence plus grande de la vie pour aligner ce qui doit l'être. » Et voici quelque chose de fascinant, presque paradoxal, les personnes qui ont vraiment appris le lâcher-prise, celles qui ont trouvé cet équilibre délicat entre l'intention ferme et la confiance ouverte, ces personnes-là, obtiennent généralement ce qu'elles désirent profondément beaucoup plus facilement que celles qui s'agrippent à leurs désirs avec la crispation de l'anxiété. Pas parce que l'univers récompense la passivité, mais parce que dans cet état d'ouverture confiant, on perçoit les opportunités qu'on ne verrait pas autrement. On prend des risques créatifs qu'on n'oserait pas autrement. On attire des connexions et des synchronicités qui restent invisibles tant que la peur obstrue notre champ de vision. Dans quelques instants, nous allons aborder quelque chose de très précis sur la façon de travailler avec ses émotions comme un carburant vibratoire plutôt que comme un obstacle à surmonter. Mais avant cela, laissez-moi partager quelque chose d'autre. Il y a une pratique que Christophe André recommande souvent, une pratique qui peut sembler d'une simplicité presque déconcertante jusqu'à ce qu'on l'essaie vraiment. Il l'appelle, dans ses propres mots, la pratique de l'attention aux moments ordinaires. C'est l'art de laisser les moments simples de la vie vous traverser vraiment au lieu de les traverser en les ignorant. Une tasse de thé un matin de novembre, la lumière qui change sur un mur, le souffle de quelqu'un qu'on aime qui dort à côté de soi, le bruit de la pluie sur une fenêtre. Ces moments ne sont pas des distractions de la vraie vie, ils sont la vraie vie. Et la personne qui apprend à les habiter avec une présence complète, même un instant, même 2 ou 3 respirations, développe quelque chose d'extraordinaire. Une capacité croissante à percevoir la beauté, l'abondance qui sont déjà présentes dans sa réalité, même imparfaite, même incomplète. Et voici le lien direct avec la manifestation. On ne peut pas attirer l'abondance depuis un état de conviction que la vie est fondamentalement insuffisante. On ne peut pas co-créer une réalité de joie depuis un état habituel de plainte et de résistance. L'univers n'est pas sourd à nos désirs, il est simplement parfaitement fidèle à notre état vibratoire dominant. Et si notre état vibratoire dominant est la frustration et le manque, c'est cela qui l'amplifie et nous renvoie. La pratique de l'attention au moment ordinaire est donc, en réalité, une pratique d'entraînement vibratoire. Chaque moment de véritable présence est un moment où l'on entraîne son système nerveux et son champ énergétique à reconnaître et à habiter l'abondance. Pas l'abondance future et hypothétique. L'abondance présente et concrète, même dans ses formes les plus discrètes. Est-ce que vous sentez comment tout cela s'imbrique? Est-ce que vous sentez comment la psychologie de la présence et la physique de la manifestation pointent dans la même direction? Bueno, il y a une 4e pratique, et celle-ci concerne directement la façon de travailler avec les émotions difficiles, parce que c'est là que beaucoup de personnes bloquent leur propre manifestation sans le savoir. Voici ce qui se passe typiquement. Une personne décide de manifester quelque chose d'important, une relation aimante, une abondance financière, une santé rayonnante.
Elle fait ses visualisations, elle pose ses intentions. Et puis, une émotion difficile arrive. Une peur, un doute, une tristesse ancienne. Et là, au lieu d'accueillir cette émotion comme une information, comme un signal, comme une porte vers quelque chose à guérir en profondeur, elle la traite comme un obstacle, comme une preuve que ça ne marchera pas, comme une chose à éliminer rapidement pour retourner à ses affirmations positives. C'est exactement là où le processus se rompt. Christophe André a une phrase sur les émotions difficiles qui est d'une profondeur remarquable. Il dit que les émotions difficiles ne sont pas des ennemis, elles sont des messagères. Et une messagère qu'on enferme dans la cave continue à frapper contre les murs jusqu'à ce qu'on l'entende. Quiro Dessir, concrètement, quand une peur monte, quand un doute s'installe, quand une tristesse ancienne refait surface pendant qu'on travaille sur sa manifestation, la pratique n'est pas de la combattre ou de la nier. La pratique est de faire exactement ce qu'on ferait avec une messagère que l'on respecte, lui ouvrir la porte, l'accueillir, la laisser entrer, lui demander ce qu'elle porte. Souvent, quand on fait cela vraiment, quand on s'assoit avec une peur ou un doute et qu'on lui dit avec sincérité « Parle-moi, qu'est-ce que tu veux que je sache ?» On découvre quelque chose de précieux. On découvre une blessure ancienne qui attend d'être soignée. On découvre une croyance limitante qui s'est installée peut-être dans l'enfance, peut-être dans une relation difficile, peut-être dans une expérience douloureuse dont on n'a jamais vraiment fait le deuil. Et en portant son attention sur cette blessure avec la douceur et la compassion qu'on accorderait à un enfant qui pleure, on fait quelque chose de profondément guérisseur. On ouvre une porte. On aère une pièce qui était condamnée depuis trop longtemps. Et une pièce qu'on aère dans la maison de l'âme devient un espace disponible pour accueillir quelque chose de nouveau. Voilà la vérité que presque personne ne vous dira sur la manifestation. Elle ne commence pas par des visualisations lumineuses, elle commence dans les caves et les greniers de votre maison intérieure. Elle commence dans ce travail courageux et doux de visiter les pièces qu'on a préféré ignorer. Et ce travail-là, quand on l'entreprend avec la guidance appropriée, avec la douceur nécessaire, avec la patience que mérite toute chose vraiment vivante, ce travail transforme non seulement notre capacité à manifester, mais notre façon entière d'habiter notre vie. Il y a une 5e pratique, et elle est peut-être la plus puissante de toutes. Christophe André l'aborde dans le contexte de la bienveillance envers soi-même, ce qu'en sanskrit on appelle la méta. Cette qualité de bonté aimante qu'on commence par se diriger vers soi-même avant de pouvoir l'offrir aux autres. En français ordinaire, on pourrait l'appeler simplement « apprendre à se parler avec douceur ». Cela semble simple, presque trop simple. Et pourtant, si on observait honnêtement la façon dont la plupart des gens de 40, 50, 60 ans se parlent intérieurement, on serait souvent bouleversé par la dureté de cette voix intérieure, cette voix qui juge, cette voix qui compare, cette voix qui dit « tu n'es pas assez, tu n'as pas fait assez, tu aurais dû, tu n'aurais pas dû », cette voix qui, si elle appartenait à quelqu'un d'autre, ferait l'objet d'une rupture définitive. Christophe André dit quelque chose d'important. On ne peut pas cultiver un jardin intérieur florissant avec un outil qui détruit. La critique constante, même celle qui se croit constructive, est un herbicide. Elle ne fait pas pousser, elle empêche. Concrètement, cette pratique de la bienveillance envers soi-même ressemble à ceci dans les moments ordinaires. Quand une erreur se produit, quand une situation ne se déroule pas comme prévu, au lieu de la réponse habituelle de l'autocritique et de la culpabilité, il s'agit de se demander avec une douceur sincère « Qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre maintenant ? Si j'étais l'ami le plus sage et le plus aimant que je connaisse, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un que j'aime profondément, qui vivrait exactement ce que je vis en ce moment ?» Et ensuite, se dire cela. Se le dire vraiment. Pas comme une performance de développement personnel, mais comme un acte concret de guérison. Savez-vous quel est l'effet de cette pratique sur la manifestation ? Quand on arrête de se sabotager avec une voix intérieure hostile, quand on commence à s'habiter avec bienveillance, l'énergie qui était consacrée à la résistance et à l'autocritique devient disponible pour autre chose. Pour créer, pour s'ouvrir, pour percevoir les possibilités, pour prendre des risques créatifs, pour faire confiance à la vie. Et quelque chose d'autre se produit,
quelque chose que les recherches en psychologie positive ont mesuré avec une précision remarquable. Les personnes qui ont développé une pratique régulière de bienveillance envers elles-mêmes sont significativement plus résilientes face aux difficultés, significativement plus créatives dans leur façon de résoudre les problèmes et significativement plus capables de maintenir un état émotionnel positif face aux inévitables turbulences de la vie. En d'autres mots, elles sont vibratoires dans un état plus aligné avec ce qu'elles désirent co-créer. Exacto, exacto. La bienveillance envers soi-même n'est pas une indulgence, c'est une technologie de transformation. Et maintenant, voici quelque chose que nous n'avons pas encore abordé directement et qui est fondamental. Le rôle du corps dans la manifestation. Parce que la plupart des approches de la manifestation sont dangereusement cérébrales. Elles traitent la manifestation comme un processus mental, comme si la réalité était co-créée uniquement depuis la tête. Mais Christophe André, comme tous les grands thérapeutes qui ont vraiment intégré la sagesse du corps dans leur pratique, sait que l'intelligence du corps est d'une profondeur que le mental ne peut pas égaler seul. Le corps garde la mémoire de tout. Le corps sait des choses que le mental préfère ignorer. Et surtout, le corps est le véhicule par lequel les états émotionnels et vibratoires se manifestent concrètement dans la réalité physique. Quand on dit que quelqu'un dégage une énergie particulière, on ne parle pas de métaphysique abstraite. On parle de quelque chose que d'autres personnes perçoivent réellement dans la façon dont ce corps occupe l'espace, dans la qualité de sa présence, dans la façon dont il respire, dans la façon dont il regarde. Le corps parle constamment, et ce qu'il dit attire ou repousse des situations, des personnes, des opportunités avec une précision que le mental conscient ne contrôle pas. La 6e pratique est donc une pratique corporelle. Christophe André la recommande sous différentes formes, et voici l'une des plus accessibles et des plus puissantes pour des personnes dans la force de l'âge qui n'ont peut-être pas l'habitude des pratiques corporelles. Formelle, c'est la pratique du scan corporel de bienveillance. Une fois par jour, idéalement le matin ou avant de dormir, pendant 5 à 10 minutes, on porte son attention au corps de façon systématique, des pieds jusqu'à la tête, et à chaque zone du corps, on respire et on envoie. Consciemment quelque chose comme une chaleur douce, une intention de détente et de gratitude. Ce n'est pas une pratique ésotérique, c'est une pratique qui régule le système nerveux autonome, qui diminue les marqueurs biologiques du stress, qui active les circuits neuronaux associés au bien-être et à l'ouverture. Et en termes vibratoires, c'est une pratique qui amène le corps à une fréquence de cohérence. Un état dans lequel la communication entre le cœur, le cerveau et le reste du corps est harmonieuse et fluide. Dans cet état de cohérence corporelle, les intentions que l'on pose vibrent différemment. Elles ont un ancrage, elles ont une densité réelle. Elles ne sont plus juste des pensées dans un espace mental qui flotte sans racines. Elles sont habitées par un être entier, corps et âme, qui se met en alignement avec ce qu'il désire véritablement. Et voici quelque chose d'extraordinaire que les personnes qui pratiquent régulièrement rapportent, les synchronicités augmentent, les coïncidences significatives deviennent plus fréquentes. Les opportunités qui semblaient inexistantes commencent à apparaître dans les espaces ordinaires de la vie. Non pas parce que quelque chose de magique s'est soudainement allumé, mais parce que l'on est enfin dans un état de réceptivité et d'attention suffisant pour les percevoir et les saisir. Vous voyez ce mouvement ? De la fermeture vers l'ouverture, de la contraction vers l'expansion, de la survie vers l'épanouissement. C'est le mouvement fondamental de toute transformation véritable et c'est le mouvement que toutes ces pratiques, ensemble, soutiennent. Il reste quelque chose d'important à aborder. Quelque chose qui concerne le temps, l'espace entre les moments de pratique et les moments de vie ordinaire. Christophe André parle souvent de ce qu'il appelle les petits espaces, ces micro-moments de présence que l'on peut cultiver dans les interstices de la vie quotidienne, sans avoir besoin d'aménager du temps spécial, sans avoir besoin de conditions parfaites. L'espace entre deux réunions. Le trajet en voiture ou en transport en commun. La file d'attente. Le moment où l'on attend que l'eau bouille. Dans notre culture de l'efficacité et de la production permanente, ces moments sont généralement remplis d'une chose, le téléphone.
le flux ininterrompu des informations, des stimulations, des distractions numériques. Et cela a un coût vibratoire considérable qu'on ne mesure presque jamais. Parce que ces micro-moments, si on les laissait respirer, si on les laissait être des espaces de silence et de présence, seraient des moments de recalibration naturelle du système nerveux. Des moments de reconnexion avec soi. Des moments où l'intuition pourrait parler, où des insights pourraient émerger, où le sentiment de cohérence avec sa propre vie profonde pourrait se rafraîchir. La 7e pratique est donc peut-être la plus contre-culturelle de toutes. Laisser certains moments être vides. Laisser le silence entrer. Résister à la compulsion de remplir chaque espace avec du contenu extérieur. Et dans ces espaces volontairement préservés, simplement respirer. Simplement sentir. Simplement être là. Au début, cette pratique peut sembler inconfortable. C'est exactement cela qui indique qu'elle est nécessaire. L'inconfort devant le vide intérieur est la signature d'un système habitué à fuir. Et fuir, quel que soit ce dont on fuit, maintient toujours la même chose, l'absence à soi-même. Cette absence qui bloque les portes de la maison intérieure et qui envoie à l'univers le signal que l'on n'est pas prêt à accueillir ce que l'on dit désirer. Il y a enfin une pratique qui tient tout cela ensemble. Une pratique qui est peut-être la plus profonde et la plus synthétique de toutes. Christophe André y revient constamment sous différentes formes. On pourrait l'appeler la pratique de l'intention consciente et aimante. Chaque matin, avant que la journée ne démarre vraiment, avant que le téléphone ne soit consulté, avant que les responsabilités ne prennent le dessus, il y a un espace d'or. Un espace de quelques minutes, 3 minutes suffisent, 5 minutes sont un luxe dans lequel on peut faire quelque chose de profondément fondateur pour la journée entière. On s'assoit, on respire. On laisse le corps s'établir dans le présent. Et on se pose une question, pas une question mentale abstraite, mais une question qu'on laisse descendre jusqu'au ventre, jusqu'à la poitrine. Quelle personne je veux être aujourd'hui? Pas ce que je veux faire, pas ce que je veux obtenir, mais quelle qualité d'être je veux cultiver et incarner aujourd'hui, dans mes interactions, dans mes moments solitaires, dans ma façon d'habiter cette journée. Peut-être que la réponse est quelqu'un de patient, ou quelqu'un de créatif, ou quelqu'un de courageux dans sa douceur. Et ensuite, on tient cette intention comme on tient une flamme dans ses mains, doucement, avec attention, sans la serrer au point de l'étouffer. Cette pratique a un effet vibratoire direct et mesurable. Parce qu'elle oriente le système nerveux et l'attention vers une qualité d'être précise, elle augmente la probabilité de percevoir et de créer des expériences cohérentes avec cette qualité tout au long de la journée. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité, c'est la façon dont le cerveau, quand on lui donne une orientation claire, commence à filtrer la réalité en faveur de ce à quoi on l'a accordé. Et dans cette qualité d'être intentionnel, quelque chose d'autre se produit, quelque chose d'immense, on devient un terreau différent. On devient un espace dans lequel des choses nouvelles peuvent germer parce qu'on a cessé d'être un sol compact et épuisé par des années de pilote automatique. On devient peu à peu ce jardin intérieur dont Christophe André parle avec tant de tendresse, ce jardin qu'on cultive non pas pour montrer aux autres à quel point il est beau, mais pour le simple plaisir souverain d'être en vie dans un espace qui est vraiment le sien. Il y a quelque chose de très beau et de très vrai dans cette image du jardin. Un jardin ne se force pas à pousser. Il n'a pas besoin d'anxiété pour fleurir. Il a besoin d'eau, de lumière, d'attention douce et régulière. Il a besoin qu'on retire les mauvaises herbes avec patience, pas avec violence. Il a besoin qu'on accepte les saisons, que certaines périodes soient des périodes de retrait et de silence qui préparent les éclosions à venir. Il a besoin fondamentalement de confiance dans sa propre intelligence naturelle. Et c'est exactement cela que l'univers répond en nous. Exactement cela. Non pas à notre agitation et à notre crispation. Non pas à notre volonté de contrôle et à notre anxiété du résultat. Mais à cette confiance tranquille, à cette qualité d'attention douce et régulière, à cette façon de cultiver sa propre vie intérieure, avec le même respect et la même patience qu'on accorderait à quelque chose de précieux et de vivant. Et si c'était possible pour vous,
Et si ce jardin intérieur pouvait commencer à refleurir dès aujourd'hui avec ces pratiques simples mais profondes, non pas en une semaine, non pas en un mois, mais progressivement, fidèlement, une respiration à la fois, un moment de présence à la fois, une porte entr'ouverte à la fois. Christophe André a une conviction profonde, une conviction forgée dans des décennies d'accompagnement de la souffrance humaine et de la transformation humaine. Les êtres humains ont une capacité de guérison et de floraison qui dépasse largement ce qu'ils imaginent possible depuis un état de souffrance ou de fermeture. Cette capacité n'a pas d'âge, elle n'a pas de limite de temps. Elle est disponible à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Elle est disponible maintenant. Il dit aussi, et c'est peut-être la chose la plus belle et la plus importante qu'on puisse entendre, la transformation profonde ne commence pas par un grand geste héroïque. Elle commence par un geste petit et sincère. Par la décision de regarder honnêtement, par l'intention de cultiver quelque chose de doux à l'intérieur, par le courage discret et immense à la fois, de recommencer à s'habiter. Alors voici ce qui reste en guise de synthèse vivante, pas comme une liste, mais comme une vérité à tenir dans son cœur et à emporter dans sa journée. Revenir au corps. Plusieurs fois par jour, dans les gestes ordinaires, respirer vraiment. Sentir vraiment. Être là vraiment, dans ce corps, dans ce moment, dans cette vie qui est la vôtre et que personne d'autre ne vivra jamais exactement comme vous pouvez la vivre. Cultivez la gratitude ressentie. Pas intellectuelle, pas performée, ressentie. Laissez entrer dans votre poitrine, chaque matin, quelque chose pour lequel vous êtes sincèrement reconnaissant et restez là, dans ce sentiment, le temps de quelques respirations profondes. Pratiquez le lâcher-prise. Posez vos intentions avec clarté et engagement. Et ensuite, faites confiance. Faites confiance à l'intelligence de la vie, à ce quelque chose de plus grand que votre seule volonté, qui orchestre les rencontres et les synchronicités que vous ne pouvez pas prévoir depuis votre seul mental. Accueillir vos émotions difficiles comme des messagères. Quand la peur monte, quand le doute s'installe, ne les combattez pas. Ouvrez-leur la porte avec douceur, demandez-leur ce qu'elles portent. Ce qu'elles ont à vous montrer est peut-être la clé d'une transformation que vous attendez depuis longtemps. Vous parlez avec bienveillance, avec la même douceur que vous accorderiez à quelqu'un que vous aimez profondément, parce que vous méritez cette douceur, parce que vous ne pouvez pas fleurir dans la violence de votre propre autocritique. Pratiquez le scan corporel de bienveillance. Habitez votre corps avec une attention douce et reconnaissante. C'est depuis ce corps, depuis cet ancrage physique, que vos intentions ont un poids réel, une densité vibratoire, une capacité à rejoindre et à transformer votre réalité. Préservez des espaces de silence. Résistez à la compulsion de remplir chaque moment disponible. Laissez le silence travailler en vous. C'est dans ces espaces préservés que l'intuition parle, que la clarté émerge, que la reconnexion avec votre vie profonde se rafraîchit. Et enfin, chaque matin, posez votre intention d'être. Pas de faire, pas d'obtenir. Mais d'être. De choisir consciemment la qualité de présence que vous voulez incarner dans cette journée qui ne reviendra jamais. Ces 8 pratiques ensemble ne sont pas un programme de développement personnel parmi d'autres. Elles sont une invitation à rentrer chez vous, à rentrer dans cette maison intérieure, à en ouvrir toutes les pièces, une par une, à y faire entrer la lumière, à en chasser l'humidité froide de l'anxiété et de la peur, et à la rendre habitable, vraiment habitable, pour vous et pour tous ceux que vous aimez qui partagent votre vie. Parce que voici la vérité finale, la vérité que Christophe André porte dans chacun de ses livres, dans chacune de ses conférences, dans chaque séance avec chaque patient. La transformation du monde commence toujours, sans exception, par la transformation de l'espace intérieur d'une seule personne. De vous. De cette personne précise qui écoute ces mots en ce moment. Quand vous vous transformez, votre présence dans votre famille se transforme, la façon dont vous regardez vos enfants se transforme. La qualité de votre attention à votre partenaire se transforme. L'énergie que vous portez dans vos relations professionnelles se transforme. Et ces transformations, en cercle concentrique, à partir de ce centre qu'est votre vie intérieure,
touche et modifie des réalités que vous ne verrez jamais directement, mais que vous aurez initiées par ce geste. Premier et courageux, celui de décider de rentrer chez vous. L'univers attend cela de vous, non pas avec impatience, non pas avec jugement, mais avec cette patience extraordinaire qu'ont les grandes choses pour les petites réalisations qui les précèdent. Il attend simplement que vous soyez prêts à vous laisser traverser par la magie qui est déjà là, partout, dans chaque moment ordinaire de cette vie extraordinaire que vous êtes en train de vivre. Allez doucement, allez sincèrement. Et surtout, allez, commencez. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, dans ce souffle, dans ce moment précis, avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous n'êtes pas encore. La porte de cette maison intérieure s'ouvre de l'intérieur et vous avez toujours eu la clé.